Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez envie de dire ciao Paris, mais que peut-être vous ne savez pas encore où poser vos cartons. Alors, si vous cherchez une ville qui est à taille humaine tout en étant dynamique, culturellement et socialement, que vous rêvez d'être plus proche de la nature sans trop vous éloigner de Paris, je vous invite à un événement pour découvrir un territoire chaleureux, à taille humaine et à seulement 2h10 en train de la capitale. Ce territoire, je vous en ai déjà parlé, vous savez que je l'aime beaucoup, c'est la Haute-Marne. L'agence d'attractivité de la Haute-Marne et moi-même, on vous donne rendez-vous à Paris le 22 novembre à 19h au cinéma Le 7 Batignolles dans le 17e arrondissement. Au programme des réjouissances, il y aura des bulles, des bons produits locaux et un documentaire signé par le très cool duo de réalisateurs Les Coflocs. Ils ont sillonné la Haute-Marne à la rencontre de celles et ceux qui y vivent et vous pourrez même y retrouver Isabelle, vous savez, la généreuse maman de l'épisode 54. Et pour répondre à toutes vos questions sur votre future installation, les équipes de la conciergerie de territoire seront présentes aussi. Cet événement est gratuit et surtout c'est le programme parfait pour découvrir la Haute-Marne d'un coup de métro. Alors on se voit le 22 novembre au 7 Batignolles ? Les places sont limitées donc n'oubliez pas de réserver, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Allez, c'est parti pour l'histoire du jour. Quelles que soient leurs différences, toutes les filles qui rentrent pas dans le moule de la jeune fille typique française, on l'a toutes vécu. Donc voilà, pour moi, c'était à cause de mon corps en grande partie. Et en fait, je pense que c'est ça aussi que je recherchais en voulant bouger aux États-Unis. Je ressentais qu'il y avait plus d'acceptance, moins de jugement, plus de diversité. Et je pense que c'est aussi ça que je recherchais en partant là-bas. C'était me débarrasser de ce jugement franco-français du corps, des femmes, de la normalité. Bonjour et bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin et je vais à la rencontre de ceux qui, comme moi, ont quitté Paris. Portée par les témoignages du podcast, j'ai déménagé près de Toulouse en 2021 et je continue de vous proposer des épisodes de témoignages optimistes et réalistes pour accompagner votre nouveau départ. Alors aujourd'hui, j'enregistre cet épisode depuis chez moi, puisque mon invité est à Miami. Même si j'aurais pas dit non à un petit séjour sous les tropiques, ça s'est pas fait. Présente, elle s'appelle Clémentine, du compte Bonjour Clem. Elle est mannequin grande taille et en fait ça a été une des premières mannequins grande taille à apparaître dans des campagnes publicitaires pour les tailles 42 et plus. Et donc depuis 10 ans, c'est vrai que c'est un des visages du body positive. Et ce qui m'a intéressée dans son parcours, c'est le fait qu'elle avait besoin de partir de Paris et de France pour se réconcilier avec son image. Et ça m'a fait penser que cette image de la Parisienne, qui est véhiculée par les marques de mode ou par les magazines, pour moi c'est une image compliquée en fait, et je comprends que quand tu es en taille 42 et plus, ce soit peut-être encore plus compliqué. En tout cas, vous allez voir l'histoire de Clémentine, elle est forte et elle en parle bien. C'est une histoire de départ qui permet de se réconcilier avec son corps, de se réconcilier avec soi, mais aussi d'une certaine manière de se réconcilier avec son pays. Allez, c'est parti. Bonjour Clémentine. Bonjour. Et merci, ouais, ça va super. Je suis hyper contente de te parler parce que ce qui m'avait interpellée dans ton histoire, moi je te suivais par ailleurs parce que je voyais que tu étais une Française aux États-Unis et puis j'aime bien ton compte. Et ce qui m'avait aussi interpellée et donné envie de te rencontrer, c'est quand tu es revenue à Paris et que tu avais parlé du fait que cette venue t'avait un peu réconciliée avec la ville. Ouais. Je crois que c'était l'avant-dernière fois où je suis revenue. C'est il y a quelques mois, je crois que c'était en été. Ou juin, quelque chose comme ça. Oui, il faisait beau, ouais. Et c'est vrai que c'était génial. Du coup, déjà, Paris en été, c'est sympa parce qu'il fait beau, tu peux faire du vélo. Tu vois, je faisais du vélo partout, de la trottinette partout. Alors que quand moi, je suis partie de Paris, je faisais pas tout ça. Il y avait pas... Et puis, je pense que ma vie le permettait pas. Et là, vraiment, j'ai vraiment profité. Je me baladais le soir. Tu vois, je faisais un peu la touriste, un peu Emily in Paris, quoi. Tu vois. Ah ouais. Et du coup, je faisais mon américaine à Paris. Ouais, c'est vrai, c'était un peu ça le retour. Parce que toi, c'est quoi ton histoire avec Paris, Clémentine ?
J'ai une très courte histoire avec Paris, en fait, hein, parce que moi, je ne suis pas parisienne à la base. Je suis née à Toulouse, j'ai grandi en Alsace, j'ai fait mes études à Lyon et j'ai terminé à Paris, en fait, la dernière année où j'ai vécu en France en 2010-2011. Et voilà, donc j'ai fait plusieurs stages entre 2007 et 2011. J'ai fait plusieurs stages à Paris où je suis restée plusieurs mois, mais j'ai vécu vraiment en région parisienne qu'à peu près 1 an avant de déménager à Miami en fin 2011, début 2012. Mais il s'est passé beaucoup de choses en peu de temps du coup parce que je sortais d'école de commerce quand j'ai déménagé là-bas. T'avais quel âge? Et j'avais 21 ans, donc j'ai eu mon premier taf dans une maison d'édition. Je faisais des livres pour enfants, des livres de voyage et tout. C'était chouette, mais j'étais enfermée dans un appartement parisien très joli, hein, mais enfermée devant un ordi où je bossais. Et voilà, j'aimais ce que je faisais, j'aimais mon boss. Ça se passait très bien, mais je me suis dit, c'est prendre le métro le matin, pour le RER, tout ça, dealer avec les gens, le trafic, juste tout, c'était pas moi, quoi. Je sentais que je me perdais, en fait, dans ce quotidien qui était pas moi. Par rapport à ce que tu as connu jusque-là, tu disais que tu étais née à Toulouse, c'est que moi j'ai quitté Paris pour Toulouse. Bah ouais, la ville rose. Moi j'adore. J'y retourné très peu, hein. Mais c'est vrai que Toulouse, c'est partie des endroits où j'aimerais bien continuer à retourner parce que c'est une jolie ville qui arrête pas d'évoluer et qui est super vivante. Ouais. Et ton enfance et ton adolescence, elle est plutôt connectée à la nature puisque tu vis en province la majeure partie du temps, entre Toulouse, Alors, je Lyon, suis une provinciale campagnarde, mais une fille de la ville. Donc, en fait, dans le sens où j'ai vécu dans des villes toute ma vie, c'est-à-dire plus de 50-60 000 habitants, et toujours au centre-ville. C'est-à-dire que ma mère se débrouillait toujours pour qu'on habite au centre, juste à côté de l'école, que je puisse tout faire à pied. Je suis plutôt une fille de la ville, mais par contre, Paris, c'était complètement différent. Pareil, c'était pas le genre de ville auquel j'étais habituée. Et puis surtout Paris, quand t'as pas d'argent et que tu débutes ta vie d'adulte, tu vis pas au centre en général. Donc voilà, moi c'était pas je vais au centre, je fais tout à pied, je vais au Monop, je vais au machin, je vais au truc. Non, c'est pas du tout ça. J'habite à 1 heure en région parisienne, 1 heure de train le matin, 20 minutes de métro, 15 minutes de marche, sous la pluie, le vent, le froid. Donc voilà, c'était plus ça la réalité. Donc forcément, c'était moins sympa. Parce que quand j'étais petite, je faisais tout à pied, j'étais à 5 minutes de tout, puis tout le monde se connaissait, c'était vraiment une différente échelle. Tu vois, en gagnant le minimum possible en France, je savais bien que j'allais pas habiter au centre de Paris et vivre ma meilleure vie, hein. Donc voilà, je savais après à quoi m'attendre en déménageant là-bas. Et voilà, j'étais prête, je pensais que j'étais prête. Et je pense que je l'étais, c'est juste que ça m'a saoulée très vite, en fait. Je pensais que j'allais aimer ça, mais en fait, non. Qu'est-ce que tu as aimé dans cette vie et qu'est-ce que tu as moins aimé? En réalité, quand j'y étais, j'ai absolument rien aimé. Parce que, en fait, j'étais pas heureuse, c'est-à-dire que je profitais pas de la ville. J'arrivais le matin, je repartais après le boulot, je faisais pas d'apéro, on profitait pas vraiment, tu vois. Je vivais avec un ex à l'époque en région parisienne, puis c'était voilà, on profitait vraiment pas, même les week-ends. En fait, j'en ai vraiment pas tiré tout ce que j'aurais pu en tirer en fait en étant là-bas. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas aimé. Je profitais pas du tout des bons côtés. Et je m'étais un peu enfermée dans cette bulle de métro, boulot, dodo, sans me permettre de m'amuser, de profiter. Et voilà, donc je pense que c'est ça. Et aussi le fait que j'étais juste pas heureuse en fait dans ma vie à ce moment-là. Parce que c'est aussi toute une histoire de moment, tu vois. Là, je suis heureuse maintenant dans ma vie, donc le fait d'être à Paris aussi se passe mieux. Je pense que Paris, quand t'es déjà pas bien, c'est l'horreur, hein. C'est comme New York quand t'es pas bien, mais faut pas y aller, hein. Pourquoi? Cette grande ville, c'est une espèce de quelque chose qui peut être soit une énergie super motivante, soit une énergie super étouffante. Qui fait qu'en fait, t'as toujours l'impression qu'il faut courir, avancer, courir après quelque chose, toujours faire autre chose, toujours
toujours continuer, jamais pouvoir respirer. Et en fait, quand tu es heureuse, tu prends ça comme de l'énergie motivante, positive, qui te pousse et tout. Quand tu l'es pas, ben ça t'écrase, ça t'étouffe et voilà, tu déprimes quoi, en gros. Et puis ajoute le mauvais temps par-dessus, mais c'est bon. Qu'est-ce qui va pas à ce moment-là dans ta vie? Je sortais d'école et en fait, je suivais un peu ce chemin où je me suis dit, bon ben, voilà, j'ai fait ça, donc maintenant, je dois aller à Paris, je dois trouver mon premier taf là-bas, c'est comme ça que ça se passe. Je suis avec ce mec que vraiment, je suis pas convaincue, mais bon, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, je me suis dit, allez, on va vivre ensemble, ça va bien se passer, bon, allez, tu vois. J'ai un peu dans ce truc, bon, allez, j'ai entamé ce process, je continue, j'essaye, ça va aller, c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, j'étais un peu dans ce mood-là. Je me suis rendu compte chaque jour que j'étais un peu plus malheureuse et que c'était pas du tout ma place et que je devais être ailleurs, quoi. Donc du coup, j'ai commencé à rêver. Si je pouvais être n'importe où, je serais où? Si je pouvais être n'importe où, je ferais quoi? Et donc voilà, le soir, quand je pouvais pas dormir, j'étais sur Craigslist et je regardais, qu'est-ce qu'ils ont à Miami Beach? C'est quoi Craigslist? Craigslist, c'est un peu le bon coin, mais tu trouves en fait des offres d'emploi, des offres d'appart, des offres de meubles, tu trouves un peu de tout en fait. C'est comme le Bon Coin en fait. Exactement ça. Donc c'est le bon coin de chez nous. Des États-Unis. Et puis voilà, j'ai commencé à voir plein de trucs sur Miami Beach, recherche serveur français, recherche manager de restaurant française, plein de... Ah, je me suis dit, tiens, c'est pas mal ça. Donc t'es déjà tournée vers les États-Unis en fait. Là oui, moi c'est depuis que j'ai 9 ans, je sais que je vais habiter ici, en Floride plus précisément. Ah. Donc en fait, c'était la première fois où je suis allée aux États-Unis avec mon père en voyage et on est arrivé en Floride. Et voilà, la première semaine, je lui ai dit, papa, un jour, j'habiterai ici. Je sais pas, c'est la moiteur, la chaleur, les cocotiers, c'est tout, cette verdure, ça me parle. Et voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que consciemment et inconsciemment, toute ma scolarité, toute mon enfance, j'ai toujours, j'étais en classe européenne, je prenais toujours les options anglais, je lisais tout le temps les livres en anglais, je les films en anglais, les chansons en anglais. Et du coup, j'ai toujours été dans le top de toutes mes classes, tous mes trucs en anglais. Et du coup, je pense que je me préparais, littéralement à quitter le pays, quoi. Donc là, ça fait combien de temps que t'es à Paris quand tu te dis ça? À quel moment il arrive ce déclic? Raconte-moi. J'ai commencé à me poser ces questions à peu près 6 mois. Après être arrivée? Ouais. Je venais juste de finir de s'installer, de tout acheter, la cuisine, les trucs, machin. Et là, je me suis dit, je me suis dit, merde, je crois que j'ai fait une connerie. Et là, je commence à me dire, bon, putain, va falloir que je vende le lave-linge, la cuisinière, le canapé. Et je me faisais des listes dans ma tête, tu vois. Et puis, je ressassais pendant des mois, j'ai ressassé avant, enfin, d'annoncer la décision, quoi. Donc, ça n'a pas été facile parce que j'ai appelé Miami, j'ai fait des interviews à distance pour me trouver un job, en fait, avant même d'annoncer. Des entretiens d'embauche, ouais. Voilà. Donc, voilà, en gros, je leur ai dit, c'est bon, voilà, j'ai trouvé un taf à Miami, je me casse dans 1 mois, il faut liquider l'appartement, je lâche mon taf. Donc, j'ai acheté des fringues pour Miami parce que j'ai rien à me mettre. Et voilà, maman, tu peux me prêter 3 000 €, merci. Voilà. Donc, c'est un peu comment ça s'est passé. En 1 mois... Ton mec de l'époque, tu lui annonces que tu le quittes au moment où tu lui annonces que tu vas déménager? En fait, j'avais fait énormément de concessions pour cette relation avant, qui ne m'avait pas forcément apporté des bonnes choses. Et en fait, j'étais un peu dans un mood, là, tu sais quoi, cette fois, c'est à moi, c'est my turn. Donc voilà, après, moi, franchement, je pense que c'est ma personnalité qui fait que je suis super impulsive, j'ai tendance à agir tout de suite. Et je pense que c'est un peu, je dis souvent, c'est ça un peu qui m'a sauvé la vie. C'est que je me suis tout de suite dit, bon, allez, je suis pas heureuse, je me casse, en fait. C'était soit je me casse, soit je meurs. Ah ouais, c'était à ce point-là. Donc, mais à l'intérieur, j'en pouvais plus, quoi. En gros, je savais que maintenant que j'avais trouvé en fait ma porte de sortie, c'était soit je la prenais, soit j'allais partir en dépression 6 pieds sous terre. Donc voilà, là j'étais stressée, tu vois, j'étais angoissée, je savais pas trop où j'allais, c'était pas un travail légal, enfin tu vois, c'était, je partais complètement
Je partais en gros, ma famille pensait que je partais en cacahuète, hein. Et mais en fait, bon, ils se sont dit, bah écoute, je leur ai dit, au pire, franchement, au pire, c'est 3 mois. Si dans 3 mois, je trouve pas un moyen de rester, faut que je rentre. Donc, je leur ai dit, au pire, c'est 3 mois sabbatiques et puis je recommence à zéro quand je reviens, c'est pas grave. L'ESTA, donc le visa de touriste, tu peux rester jusqu'à 3 mois. Donc voilà. J'avais 3 mois, en fait, pour me débrouiller pour trouver un moyen de rester, quoi. Et donc, du coup, quand je suis arrivée, j'étais super motivée parce que je savais que j'avais vraiment une durée très limitée pour réaliser mon rêve, en gros, quoi. Est-ce qu'il y a une partie de toi que tu veux laisser en quittant Paris? Ah bah ouais, je pense qu'il y a beaucoup de parties de moi que je voulais laisser à cette époque. Je pense que je voulais laisser toute mon enfance. J'étais jamais bien, j'étais toujours trop grande, trop grosse, je parlais trop, j'étais toujours différente. Et voilà, j'étais toujours un peu stigmatisée pour mon apparence et d'autres raisons. Et du coup, ça m'a pesé beaucoup, beaucoup. Même jusqu'au moment où je suis partie, j'étais encore pas bien dans ma tête. Et je pense que j'essayais vraiment de laisser tout ça, en fait, de changer de pays, de changer d'environnement, et vraiment comme de recommencer à zéro, une autre personne. Le fait de pas être accepté, ça se manifeste comment En fait, j'étais toujours, on se moquait de moi, on me mettait de côté, voilà, c'était depuis que je suis toute petite, c'était comme ça. C'est quelque chose que toutes les filles qui sont un peu rondes ou qui sont un peu, qui ont quelle que soit leur différence, toutes les filles qui rentrent pas dans le moule de la jeune fille typique française, on l'a toutes vécu. Donc voilà, pour moi, c'était à cause de mon corps en grande partie. Et en fait, je pense que c'est ça aussi que je recherchais en voulant bouger aux États-Unis. Je ressentais qu'il y avait plus d'acceptance, moins de jugement, plus de diversité. Et donc, je me suis toujours dit, en fait, que j'étais un peu née au mauvais endroit. Ah. Et je pense que c'est aussi ça que je recherchais en partant là-bas. C'était me débarrasser de ce jugement franco-français du corps, des femmes, de la normalité. De la dictature de la minceur, quoi. Ouais, la dictature de la minceur, puis de la normalité. Il y a vraiment ce côté en France... c'est la normalité, quoi. Faut être normal, faut rentrer dans la case de basique, tu vois. Normal, toute blanche, sans saveur, sans épices, sans rondeur, sans rien, quoi. Être bien. Et t'es accepté que si t'es comme ça. En tout cas, à l'époque, je pense que ça change légèrement. Ouais. Tu sais à quoi ça me fait penser quand aussi tout à l'heure tu parlais de Emily in Paris et tout. Ça me fait penser à cette image qu'on a de la Parisienne, tu vois, la Parisienne avec un grand L et un grand P. Tu vois, Caroline de Maigret, toutes ces filles hyper grandes, hyper minces, coiffées, décoiffées, mais avec un petit trench comme ça, un petit jean. Et tu vois, pour moi, c'est une image assez lointaine de ma vision de la féminité, parce que elle effectivement, pour moi, hein, elle est pas assez épicée. Moi, j'ai toujours eu des rondeurs, des formes. Pour moi, une féminité, elle est multiple. Mais putain, on n'est pas toutes des égéries Chanel, tu vois. Et c'est compliqué, tu vois, aussi de se retrouver face à cette image-là. Le cabas Vanessa Bruno, tout est un peu comme Paris, tu vois. C'est un peu en camailleux de gris ou camailleux de beige ou camailleux de... Tout est un cliché, en fait. Et du coup, si tu rentres pas dans dans ce cliché ou dans cette image préfabriquée de la femme française, du coup, tu colles pas, quoi. C'est comme si t'avais pas ta place, en fait. T'étais pas acceptée, t'avais pas ta place. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait un gros choc quand je déménageais à Paris, c'est que cette culture est encore plus présente que là d'où je venais. Et je pensais ce serait moins. Je pensais que le fait que ce soit une grande ville, il y aurait plus de diversité, que ce serait plus facile d'être accepté, que ce serait plus cool, quoi. On était enfin tous des adultes et qu'on pouvait se traiter normalement. Mais en fait, non. C'était un peu comme par quoi récré. À quel moment, comment ça se manifeste cette grande cour de récré? Parce qu'à Paris, t'as quand même vachement d'anonymat. C'est quoi? C'est du harcèlement de rue? Non, je pense que Paris, c'est un village, en fait. C'est très cliquey. Donc, c'est des cliques, c'est des groupes.
c'est des sous-groupes. Donc voilà, après, c'est les gens avec qui t'es. Enfin, moi, je sais, c'était un peu l'ambiance, tu vois, clique d'école de commerce, où tout le monde s'habille exactement pareil, à la même coupe, vit dans le même quartier, leurs parents font tous la même chose. Enfin, c'est très formaté, en fait. Donc en fait, si tu rentres pas dans cette clique, ben t'as l'impression de pas être au bon endroit, quoi. T'as l'impression de pas être accepté. Et après, oui, quand tu dis harcèlement de rue, moi à Paris, c'était tous les jours. Je pouvais pas marcher dans la rue sans me faire soit insulter, soit harceler sexuellement par des mecs. Donc il y a un moment, voilà, j'en pouvais plus, quoi. Ça aussi, c'était épuisant, quoi. Bah ouais, c'est super épuisant. Il y a des fois, t'as juste envie d'être tranquille, quoi. C'est quand même pas compliqué. Donc voilà. Et alors, donc toi, tu dis, moi, je pars. Je sais que j'ai 3 mois pour réaliser ton rêve. Je partais avec 2 grosses valises, une petite valise dans l'avion, et puis je savais qu'il y avait quelqu'un qui venait me chercher à l'aéroport, quelqu'un de là où je bossais, où j'allais bosser. J'avais booké les 2 premières nuits à l'hôtel, et j'avais pas d'appart. J'avais pas réussi à trouver quelque chose avant. Et puis, les 2 premiers jours étaient consacrés à la recherche d'appart. Donc, voilà, j'avais pas de thunes pour passer plus de temps à l'hôtel dans tous les cas. Donc, voilà, le deuxième jour, juste dernier moment, j'ai trouvé une nana à 2 pâtés de maison du boulot qui lâchait son appart pour 3 mois pour partir à New York. Donc, ça tombait très bien. Et donc, j'ai pris son appart. Ce que je savais pas, c'est que c'était infesté de cafards et que c'était absolument horrible. Mais si tu veux, quand t'as 3 mois pour réussir, les cafards, tu dors avec, c'est pas grave, hein, tu t'habitues. Voilà, donc ça s'est passé. Donc j'ai trouvé mon appart des premiers jours. Ils m'ont gardé au taf parce que j'avais fait un jour d'essai quand même. C'est bon, c'était bien passé, tout ça. Ouais. Puis voilà, en une semaine, je m'étais un peu installée, quoi. Je bossais, j'avais mon appart. La deuxième semaine, je me suis acheté un petit scooter à $500 là, avec mon premier chèque, pour pouvoir me balader un peu dans South Beach. Et je me rappelle le troisième soir où j'étais là, donc mon premier jour officiel de taf. Après le boulot, j'étais partie sur Lincoln Road, à peu près un quart d'heure de marche. C'est la plus grande rue à Miami Beach où il y a tout le shopping et tout ça. Et je m'étais posé un resto thaï. Et je regardais les gens et ça, je me suis dit, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis complètement folle. Ah ouais. J'ai commencé à me dire, oh putain, en fait, ça m'avait mis 3 jours à percuter, en fait, que j'étais partie, que j'avais déménagé et que là, j'étais toute seule à Miami, que je connaissais personne et que je commençais un taf de merde. Dans un appart avec des cafards. Un appart avec des cafards. Et là, je regarde en bas en me faisant ma réflexion. Et là, un cafard qui passe entre mes jambes. Allez. Et donc là, je me suis dit, oh putain. Enfin, tu sais, j'ai eu un petit coup de genre, mon ventre commençait à me faire des crampes, mon cœur s'accélérait un peu. Je me suis dit, oh putain. Petit coup de flip, quoi. Ouais, un petit coup de flip. Mais bon, après, j'ai respiré. Je me suis dit, ouais, mais en même temps, je suis à Miami Beach, tu vois. Bitch. Et là, ok, c'est bon. Et voilà, c'était le premier jour, c'était la folie, quoi. C'était un peu ça. Et puis, écoute, après, de fil en aiguille. Les montagnes russes, quoi. Après. Comment ça se passe, ces fameux 3 mois? Eh ben, alors le premier mois. Parce que là, aujourd'hui, t'es toujours à Miami et on est 12 ans après. Voilà. Donc. En fait, le premier mois était assez agité parce qu'en fait, le premier mois, j'avais une grosse campagne qui sortait en France, ma première grosse campagne télé que j'avais fait pour Casaluna. Parce que, alors attends, il faut dire quand même, pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas, que tu es mannequin. Oui, donc je suis mannequin. Ce que tu m'as pas raconté, c'est comment tu passes de « je travaille pour une maison d'édition », parce que ça, même moi, je sais pas, à « je suis mannequin ». En fait, c'est tout en même temps. En fait, j'ai pas trop de transition. C'était mannequin, c'était un hobby. Hein. Quand j'étais en France, c'était pas, ça a jamais été une carrière ou un rêve de carrière même à l'époque du tout.
Mais c'est un truc que je faisais à côté, c'était un truc qui me plaisait, c'était une passion. Et puis comme j'étais souvent à Paris pour les stages, des week-ends et tout, j'en profitais pour, s'il y avait des castings ou des choses comme ça, j'en profitais pour essayer d'avoir des jobs. Et donc là, lors de mon dernier stage, avant que je déménage à temps plein, j'avais eu un casting pour une marque qui faisait une pub, la première pub télé qui montrerait une grosse à la télé, donc au-delà du 42. Et donc en fait, c'était tout le concept de la pub, c'était un e-shop destiné aux femmes 42 et plus. Et donc en 2010, c'était ça n'existait pas, c'était le premier. Et du coup, j'avais eu ce casting et j'avais shooté en fait la pub juste avant de partir à Miami, peut-être 4-5 mois avant. Et du coup, c'est sorti le premier mois où j'étais à Miami. Et en fait, ça a eu un succès énorme en fait en France et ça a super bien marché. Du coup, ça m'a mis un peu. J'étais dans Public, j'étais dans Closer, Grazia, tu vois. Ça a été un peu le truc qui a commencé en fait ma carrière. Et en fait, ça c'est arrivé quand j'étais déjà à Miami. Donc en fait, je l'ai vécu un peu de loin. Je l'ai jamais vu en live à la télé. Donc c'est toujours mes copines ou ma famille qui m'envoyaient des clips. Mais voilà, à l'époque, il n'y avait pas Instagram, mais j'avais des messages Facebook tout le temps, comme dire, je t'ai vu sur la pub Castelluna, je t'ai dit. Donc ça a un peu commencé comme ça. Et donc là, j'étais à Miami et en fait, je vivais ça de loin et je me suis dit, waouh, c'est ouf et tout, le nombre de messages que je reçois, ce que les filles me disent. Je pensais pas que ça allait avoir cet impact. Il y avait aussi pas mal de négatifs. Hein. C'est quoi cette grosse à la télé? Personne ne veut voir de la cellulite. Donc voilà, il y a eu les deux, mais c'était très intéressant en fait à vivre ça, surtout de loin. En fait, du coup, j'avais un peu une distance qui était au final assez saine parce que c'était un peu intense. En fait, ce qui m'a plu, c'était le message que j'avais des femmes en fait en France qui me disaient, en fait, te voir à la télé, ça a changé la manière dont je me vois. J'ai le même corps que toi. Ça veut dire que si toi t'es à la télé, moi aussi je peux être acceptée. Enfin, tu vois, il y avait vraiment une super vague de positivité en fait qui englobait un peu cette sortie. Et en fait, c'est là que je me suis dit, putain, ça serait ouf que je puisse faire ça, genre, tout le temps, quoi. Que je pourrais, en fait, juste être moi-même, et que je puisse rendre les femmes plus heureuses et les aider à s'accepter en juste étant moi-même, quoi. Et je me suis dit, ce serait peut-être pas con de, maintenant que je suis à Miami, de poursuivre ça plus, quoi. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Et donc, à peu près au même moment, à peu près à un mois d'écart, je vois sur Facebook American Apparel, qui était à l'époque une des plus grosses marques américaines. Je savais même pas ce que c'était, mais on m'a dit ça après. Qui recherchait en fait leur égérie, et ça s'appelait The Next Big Thing. Donc, ils cherchaient leur égérie grande taille, on va dire. Et je me rappelle être arrivée un peu sur la fin, donc je me suis dit que j'allais sûrement le louper. Mais j'ai envoyé un mail avec une photo. Et sur ce, il y a quelqu'un qui m'appelle. Tu devais être en transe. En fait, j'étais excitée, mais je me rendais pas compte en fait de ce que c'était parce que je connaissais pas American Apparel. Et puis une semaine après, il me reconfirme, j'ai été sélectionnée, donc je suis une des vainqueurs du concours et je vais venir à LA pour shooter une campagne de body pour American Apparel. Chambé. Et je me dis, c'est cool et tout. Il me payait 3 fois rien, bref, mais il me payait l'avion, l'hôtel, donc pour moi c'était déjà ouf. Je me rappelle, j'avais tellement pas de thunes, je prenais le bus à LA, alors que vraiment, et à part les sans-abri, personne prend le bus à LA, mais bref. Mais dans un petit hôtel au milieu de Japantown, là, mais pour moi, c'était cool, c'était l'aventure de malade. Et donc, très peu de temps après, c'est sorti, genre quelques semaines. Et en fait, c'est ça qui a vraiment... donc ça, on était mois numéro 2. Et c'est là en fait que ça a un peu tout décanté parce qu'en fait du coup les photos étaient sur Facebook, dans tous les magasins, sur internet. Et donc là il y a une agence de Miami, une agence de mannequins qui a vu les photos, qui avait mon nom et tout, ils ont trouvé, ils m'ont écrit sur Facebook. Et voilà, ils m'ont dit voilà, on a vu tes photos, voilà, on aimerait bien te représenter, on a une agence à Miami représentant des mannequins grande taille. Et voilà, on aimerait bien bosser avec toi. Et donc voilà, sur ce, ça s'est fait doucement mais sûrement. Ça a pris plusieurs mois parce que j'avais quand même pas beaucoup d'expérience, hein, à part 2-3 jobs et puis voilà. C'était vraiment légalement, c'était un peu la galère. En plus, j'ai dû repasser en France quelques mois, le temps que tout se mette en place, qu'on monte mon visa, qu'il soit accepté. Et voilà, donc ça s'est fait. Le truc, c'est que techniquement, quand t'es en visa de mannequin, tu peux rien faire d'autre, quoi.
Ah, Et puis au début, ça bah, au marchait début, pas. les contrats, ça tombe Bah voilà, ça tombait pas. pas du ciel. Donc, disons que j'ai gardé plusieurs boulots pendant à peu près, en gros, les premières 2 ans où j'étais ici, j'avais 2-3 tafs, quoi. Et en plus du mannequinat. Et voilà, mais c'était cool. Enfin, je me suis dit, putain, c'est ouf. Et donc voilà, c'est là que j'ai commencé à être plus active, à bosser, à construire mon Instagram, à vraiment booster un peu ce côté qui m'avait plu dès le début, de pouvoir communiquer avec les femmes, de pouvoir les faire se sentir mieux, de pouvoir aider les filles comme moi qui se sentaient pas acceptées, et de pouvoir les représenter, tout ça. Est-ce que ça te réconcilie avec ton image? Je pense que oui, ne serait-ce que de déménager ici, ça a déjà bien commencé à me réconcilier avec mon image. Le fait de voir, je me rappelle la première semaine à Miami, je me baladais dans les rues, il y avait des meufs de toutes les tailles, toutes les couleurs, tous les styles, à moitié à poil, en bikini, personne, ça faisait chier personne les insultait, personne les regardait bizarrement. Personne les traitait de grosses. Voilà. Donc déjà, je me suis dit, c'est déjà un gros changement. Et puis il y avait aussi toute cette culture du compliment en fait qui n'existe pas en France. C'est-à-dire que c'est très rare. Enfin, je pense, ça m'est arrivé plusieurs fois récemment en France, donc je pense que ça se développe. Mais à l'époque, jamais tu vois une fille arrêter une autre nana. Oh, t'es trop belle, j'adore, t'es radieuse, j'adore tes formes, trop jolie, j'adore tes fringues. Jamais ça n'arrive. Là, à Miami, ça m'arrive tous les jours. Tous les jours. Au début, je me dis, non, me fous de ma gueule, tu sais. Si tu te sens mal, je fais. Et puis au final, quand ça arrive plusieurs fois, tu sais, tous les jours, tu te dis, putain, mais c'est quoi ils sont bizarres ici. Et puis en fait, non, c'est juste, c'est une culture qui est complètement différente. Ça m'a vraiment aidé à me réconcilier avec moi-même et puis avec les autres aussi, de pas toujours avoir peur de me sentir agressée, mais d'être un peu plus ouverte aussi, d'être moins sur la défensive. Donc ça a changé ton rapport à toi. Ça change aussi ton rapport à l'autre, au monde, Oui. quelque part aussi. Complètement. Parce que je pense que quand on marche en France en tant que femme ronde ou juste quand on se sent différente, on a, je pense, quelque chose comme une carapace qu'on porte sur soi qui est assez lourde et assez visible. Et je pense que ici, ça m'a aidé à me découvrir, en fait, à laisser tomber un peu cette carapace que j'avais, cette peur de l'agression, cette peur du jugement, et du coup, de marcher plus librement, sans carapace, sans avoir peur. Et je pense que ça m'a vraiment aidé à me développer. Et puis du coup, les gens voyant que je me sentais bien, que j'avais plus ma carapace, du coup, me fait plus chier. Et c'est marrant parce que même à Paris, maintenant, quand je reviens, j'ai plus du tout cette expérience, en fait, de harcèlement ou d'agression, de choses comme ça. C'est rarissime que ça m'arrive encore. Mais pour revenir sur ce que tu disais sur Miami, tu vois, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a cette arrivée à Miami, ça t'aide à te sentir mieux dans ton corps, à t'accepter. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc d'âge? Tu vois, parce que finalement, cette dictature de la minceur, on parle beaucoup de la France et de Paris, mais c'est pas seulement en France et à Paris qu'il y a cette dictature de la minceur. Tu vois, Miami, il y a aussi cette culture très latino qui est un peu différente. Après, Miami, et puis, toi, tu y es allée aussi à un moment où tu commençais à être plus grande, tu vois, tu avais grandi, tu avais avancé. Vraiment, parce que j'avais 22 ans, hein. J'avais qu'1 an de plus que quand j'étais à Paris. Mais je pense que vraiment ce qui change, c'est la culture la manière dont les gens ici voient les rondeurs est complètement différente. La culture latino, la culture noire, c'est des cultures où les rondeurs sont valorisées. Et elles sont pas voilà, c'est super. Si t'as des rondeurs, c'est genre waouh. Après, je pense qu'il y a d'autres problèmes, hein. Je pense que justement les nanas qui n'ont pas du tout de forme ici, qui sont toutes plates, je pense qu'elles le vivent pas bien, hein. Parce que ici c'est limite le contraire, tu vois. Quand t'es toute plate, que t'as pas de forme et tout ça, que t'es pas sexy. Tu te fais bâcher. Ah ouais, je pense que tu te fais bâcher, hein, parce que j'ai eu des copines qui m'ont raconté des trucs en grandissant ici, c'était à peu près ça. Hein. Ouais. Ouais, donc c'est pas un monde parfait quand même. Miami. Non, pas du tout. C'est pas du tout un monde parfait. Je pense que c'était juste mieux pour moi. Après, ça veut pas dire que c'est mieux pour tout le monde. C'est juste que pour moi, c'était super libérateur.
après, c'est allé très vite. Je commençais à faire des petits voyages à droite à gauche pour aller shooter des nouveaux clients. Ça, c'était encore pas beaucoup. C'était peut-être une fois par mois ou quelque chose comme ça. Mais voilà, je commençais à y prendre goût. Je commençais à vraiment bien aimer. Et puis 6 mois, même pas 6 mois après, j'ai une agence de New York qui me contacte et qui me dit qu'ils aimeraient bien bosser avec moi. Donc ça, c'était en 2012, je crois septembre 2012. Donc à peu près 1 an après être arrivée, à peu près, je crois. Je passe 2 semaines et puis ça se passe super bien. Je signe avec mes agents, qui sont toujours mes agents aujourd'hui. Et je me rappelle atterrir à LaGuardia et me dire « Oh putain !» Et je voyais toute la ville et tout. J'étais allée à New York une fois quand j'avais 14 ans pour un voyage de classe. Mais voilà, je m'étais jamais... Pour moi, c'était Sex and the City, quoi. Et donc, elle vient me chercher. Et donc, je vois, on va sur la highway. Elle me montre les buildings, les machins, les trucs. Et puis, on passe le pont, on va dans le New Jersey pour, en fait, dans le modèle appartement. C'est là où il loge tous les mannequins, en fait. Il nous agglutine tous dans un tout petit appartement. Et puis après, il fallait tout faire en métro. Voilà, bon. C'était moins glamour que ce que j'avais pensé. Mais c'était pas Carrie Bradshaw, quoi. C'était pas du tout Carrie Bradshaw, mais c'était pas mal. C'est là où j'ai commencé en fait, à découvrir l'industrie du mannequinat grande taille à New York, les gens qui en faisaient partie. J'ai découvert le body positive. J'ai découvert tous ces acteurs en fait que je connaissais pas ou que je connaissais que de loin à travers Facebook ou les magazines. Et voilà, c'était super. Je me rappelle l'excitation, cette énergie dont je te parlais tout à l'heure qui des fois peut t'écraser. Moi, j'étais au 7e ciel. Là. Je marchais sur la 5e avenue. J'étais trop heureuse. C'était genre l'aventure de ma vie, quoi. Ouais, elle te portait, cette énergie de la grande ville à ce moment-là de ta vie. Elle te porte, elle t'écrase plus, quoi. Je rêvais, je me suis dit, wow, ma vie, ça serait ça si je vivais là, ça serait ouf et tout. Et bon, je commence à me faire à l'idée parce que du coup, mes agents me disaient, bon, ça a l'air de bien marcher pour toi ici, faudrait vraiment penser à déménager. Donc, à déménager à New York. À New York. Mais ça m'excitait, mais aussi ça me stressait. Enfin, j'avais passé un peu plus d'1 an à créer une ville à Miami, j'avais pas envie de déménager. Bref, après être revenue à Miami, ça m'a pris à peu près encore 6 mois, 8 mois avant de me décider à déménager. Mais bon, là, il y a un moment, voilà, je me suis dit, allez, c'est bon, il y a quoi qui me retient je viens de recommencer ma vie à l'autre bout du monde, je peux bien recommencer ma vie dans une autre ville. Donc voilà, j'ai encore tout lâché. Et puis, la maison, le mec, le boulot, heureux. Et voilà, donc je me suis dit, allez, je me suis dit, allez, j'ai 2 à 3 mois d'économie. J'avais en fait 3 mois de loyer. J'avais trouvé une toute petite chambre au fin fond de Brooklyn chez une copine d'une copine. Donc là, je me suis dit, allez, j'ai 2-3 mois. On va voir comment ça se passe. Si dans 3 mois, j'arrive pas à en vivre, je me suis dit, retour maison, quoi. De toute façon, retour à Miami. Non, retour en France, là, du coup. Hein. J'avais tellement peur de déménager à New York. J'avais tellement peur. Parce que là, je me suis dit, Miami, allez, c'est bon, ça... J'ai réussi à survivre, à trouver mon chemin et tout ça. Mais je me dis, mais New York, mais jamais. J'avais super peur. T'avais peur de quoi ? Des gens, du monde. En plus, j'aime pas la foule, j'aime pas tout ça, j'aime pas le métro, tous ces trucs là, ça m'angoisse. Je me suis dit, oh, putain, ça va être dur. Je connaissais personne en fait, à part non, même pas mes amis. Et je me rappelle, j'avais pris un taxi que j'avais payé cash, vraiment je comptais tous mes sous. Et en fait, le taxi avait pris la sortie pour aller à Brooklyn, la sortie 23, pour aller chez moi, que je n'avais jamais vu, hein, donc je savais pas où j'allais. Et là, à la sortie, il y avait un strip club à gauche. Et une espèce de magasin, tu sais, c'est les bodegas, là, c'est les petits magasins, en gros, je sais pas, c'est l'épicerie du coin, mais en version un peu ghetto, quoi. Des mecs bizarres sur le trottoir et tout. Je fais, oh putain, qu'est-ce que je me suis fait ? Je sais pas où je vais. Et bref, il s'arrête devant chez moi, le nouveau chez moi. Il y avait des poubelles jusqu'au premier étage. J'ai vu un rat traverser la rue. Oh putain. Ça te changeait des cafards en même temps. Ouais, remarque, c'est plus gros. Mais là, je me suis dit, mais wow. Et donc, c'était mon premier jour. Et au final, une fois que je suis arrivée, c'était trop bien parce qu'en fait, ma copine qui laissait l'appart était encore là. Elle m'a présenté à ma nouvelle roommate. On a fait un photoshoot la première heure où je suis arrivée. On a fait un photoshoot sur mon nouveau balcon, que je savais pas que j'avais un balcon. En fait, plutôt un truc d'emergency exit, tu sais, comme dans les films, là. Tout en ferraille, mais là. Mais oui. J'avais ça, en fait, dans ma chambre, parce que j'avais pas. Tu ouvres la fenêtre, puis tu vas dessus, hop,
Et donc, on avait Ah, fait un shoot là-dessus la première heure où je suis arrivée dans ma chambre. On a fait un shoot avec ma copine. C'était magnifique, coucher de soleil. Donc là, je me suis dit, OK, ça va aller. Ça va aller. Et en fait, ouais. ça allait. En fait, franchement, j'ai passé 2 ans dans ce petit appart, dans sa petite chambre là. Ouais, de 2 mois, finalement, tu devais rester 2 mois, t'es resté 2 ans. Et ça s'est très bien passé. Au bout de 3 mois, enfin les 3 premiers mois, mon agence m'a fait des avances pour que je puisse payer mes factures, mon loyer, tout ça. Ah, c'est Et, cool. et à partir du 3e mois, j'arrivais à en vivre. Je crois que en moyenne, je devais gagner $2000 par mois. Mais voilà, j'arrivais à payer mes factures, qui étaient très minimes. Et voilà, je vivais mon rêve et c'était fou. Et c'est là que j'ai commencé ma vie à New York. Puis là, c'est là que je me suis dit, bon, bah, je rentre pas. Hein. Ouais. Ni à Paris, ni à Miami, quoi. Je suis désolée, maman. C'est pas vrai. Je ne rentrerai pas. Ni à Paris, ni à Miami, ni nulle part. Mais Miami me manquait beaucoup. Hein. Miami, j'avais mes amis qui étaient là-bas. Ma vie, c'était un peu ma maison, mon nouveau chez moi, en fait, et que j'ai dû quitter trop vite. Et donc, du coup, j'avais toujours cette envie d'y retourner. Et j'y retournais le plus souvent possible. Au début, pas du tout, parce que j'avais pas les moyens. Et puis, au fur et à mesure que j'ai eu les moyens, où j'avais des jobs là-bas, je m'arrangeais pour rester plus longtemps. Et puis, voilà. Après, en 2019, j'ai acheté un appartement à Miami Beach pour pouvoir revenir souvent. Donc, j'y venais presque tous les week-ends. Et puis, en 2020, j'ai redéménagé à temps plein. À Miami. Ouais. T'es revenu. Ouais. 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 Donc, voilà. C'est un peu la source pour toi, Miami. Ouais, voilà. C'est un peu la source de mon bien-être, c'est ici. Les plus gros changements de ma vie ont été faits avec les déménagements. Et même le dernier, là, partir de New York pour revenir ici, c'était un des plus gros bouleversements de ma vie. Et, Ah ouais? Ah ouais, oui. Et voilà, ça a été fait encore un autre déménagement. Mais je pense... T'as encore déménagé comme ça, clic-clac, je me casse les gars, c'est dans un Ah ouais, mois. là, en l'occurrence, ouais, j'ai même pas déménagé, je me suis juste enfuie. Mais... Ah bon? Ouais. Qu'est-ce que tu as fui alors à ce moment? J'ai fui une relation abusive dans laquelle j'étais pendant 6 ans. Et en fait, un jour, j'en pouvais plus, et donc j'ai planifié de m'enfuir. Et comme j'avais un appartement à Miami, je me suis dit, je vais aller me sauver là-bas pendant quelques semaines, le temps que je vois ce que je peux faire d'autre, quoi. Comment est-ce que je vais continuer ma vie seule, enfin avec Baguette, qui dort derrière là. Baguette, c'est ton chien. Hein? Oui, Baguette, elle est là. Oh. Et donc voilà, je me suis dit, bon, je vais m'enfuir. J'ai tout quitté, j'ai juste pris mon ordinateur, mon passeport et mon chien. Et j'ai pris ma voiture, puis j'ai conduit à Miami 3 jours pour y aller. Et puis, et voilà. Et donc, c'était aussi un gros changement. Voilà, j'ai tout quitté, j'étais au top de ma carrière, j'avais l'appartement de mes rêves. Tu vois, tout allait bien. Enfin, tout allait bien. À part la relation dans laquelle j'étais. Et du coup, là, c'était plus facile parce que j'avais déjà un appart qui était qu'à moi, heureusement. Et voilà, j'avais mes 2 meilleures amies qui vivaient là-bas. Et voilà, ce qui n'a pas été facile, c'était que 2 semaines après, Covid est arrivé et que on était tous bloqués. C'est-à-dire que ma famille pouvait pas venir m'aider, mes amis pouvaient pas voyager, je pouvais plus travailler. Donc c'était un peu c'était comme si l'univers me disait bon allez, là t'as 1 an pour te refaire, te remettre, te reconcentrer. Donc j'ai passé 1 an à me battre voilà pour garder la garde de Baguette, pour me battre contre lui pour plein de choses. Donc j'ai passé 1 an en procès, 1 an en thérapie, 1 an à la plage. C'était un peu un an restauratif, on va dire. Tu vois, je recommençais à zéro, que je me débarrasse des mauvaises énergies. C'était un peu dur, mais au final, ça s'est super bien passé. Ouais, ça s'est super bien passé. Ouais, là, t'es revenu aujourd'hui à ton point de départ, juste après ton Ciao Paris. Et quelque part, j'ai un peu l'impression que la boucle est bouclée, quoi. T'as fait un peu le tour du cercle et t'es revenu chez toi, là. Ouais. Et là, je pense que il m'en faudra pas mal pour déménager là la prochaine fois. Donc, ce que j'ai dit à mon partenaire là, il me demandait, est-ce qu'on penserait pas aller vivre ailleurs Je fais là, honnêtement,
il en faudrait beaucoup pour me faire bouger. J'ai dit, accroche-toi, Ginette. Hein. Parce que là, enfin, je suis ouverte, hein, parce que je suis quand même nomade. C'est vrai que j'ai toujours envie de bouger, mais là, c'est Miami le seul endroit où vraiment je me sens chez moi. Donc, pour une fois que je me sens chez moi, je pense qu'il va falloir s'accrocher pour me faire bouger. Que tu reviens à Paris après toutes ces années. Comment tu reviens? Quel regard tu portes sur la ville? Quand je reviens, maintenant, c'est vraiment des bons moments, en fait. C'est que des bons moments. Parce que déjà, je sais que je n'y reste pas. Ce qui est pour moi très important. Comme je suis très indépendante, tu sais, je n'aime pas être bloquée où que ce soit. Donc là, le fait que je sais que je suis que de passage, je me sens bien. J'ai vraiment cette mentalité de je vais profiter de tout, tu vois. Dès que j'arrive, je suis en mode croissant, crêpes, balade, marché. Je suis vraiment en mode touriste, en fait. Je fais du vélo, sauf quand il pleut, mais sinon je suis tout le temps en vélo. Je me fais des quartiers nouveaux. À chaque fois, j'essaye de trouver des hôtels dans les quartiers différents. Donc c'est vraiment, en fait, c'est vraiment que les bons côtés, en fait, que j'ai l'impression que j'ai pas eu, en fait, quand j'habitais là-bas. Ouais, j'apprécie la beauté parce qu'au final, c'est quand même une super ville. Mais elle n'était pas faite pour moi et surtout pas au moment où j'y étais. Et la dernière fois que j'y étais, je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais vivre ici maintenant? Et c'est pas impossible. Ah ouais? C'est pas impossible, mais définitivement pas à temps plein. Mais je me suis dit, je me verrais bien, peut-être 2-3 mois en été, passer tous les printemps-été basé à Paris, puis voyager en France ou en Europe. C'est quelque chose que j'envisagerais parce que maintenant, je ne le vois plus comme une agression. Paris n'est plus une agression pour moi. Oui, je pense que c'est aussi juste, c'est aussi 12 ans après, quoi. J'ai grandi, c'est passé 100 millions de choses qui font que je suis plus la même personne. Que j'ai bien plus confiance en moi, que je suis bien plus confortable dans qui je suis, où je vais. Et donc, du coup, forcément, la ville n'a plus d'effet sur moi, en fait. Puis les gens aussi ont beaucoup moins d'effet sur moi. Le regard des autres. Du regard des autres, c'est quelque chose que je ressens plus vraiment, en fait. Je sais pas s'il n'est plus là, ou si je ne suis plus jugée, ou si juste je le vois plus. Mais dans tous les cas, c'est plus important pour moi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me dérange pas. Et alors moi je dis ciao Paris, toi tu dis quoi? Moi je dis je sais pas. J'attends la prochaine aventure. Tu dis pas au revoir, tu dis bonjour. Je dis bonjour, mais je sais pas encore à qui. Mais tu sais que ciao en italien ça veut dire au revoir, mais ça veut aussi dire bonjour. Oui, c'est vrai. Donc oui, ciao la suite. J'espère sincèrement que cet épisode vous a été utile et vous a plu. Si c'est le cas, dites-moi pourquoi dans un commentaire sur Apple Podcast ou laissez une note sur Spotify. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter mensuelle de Ciao Paris ou rejoindre le groupe d'entraide Facebook Quitter Paris et changer de vie. Tous les liens pour vous inscrire sont dans la description de l'épisode. Merci pour votre fidélité et à dans 2 semaines pour un nouveau départ. Ce nouveau départ a été produit et réalisé par Valérie Bohin, mixage Emmanuel Charret de Skoll Prod, direction artistique